Bonjour, ça va? Bien réveillé, bien en forme, on va pouvoir démarrer? Bon, je vais pas vous faire le chauffage de salle traditionnel, etc. Je vais vous laisser démarrer la journée tranquillement. Et puis, du coup, on va tout simplement passer 3 quarts d'heure ensemble à parler de l'histoire des navigateurs web. Donc moi, c'est Noël, c'est Pierre Tibulle fera en live les dessins et va pouvoir, du coup, lancer le générique. Alors, nous sommes donc le 23 juin 1980. Tim Berners-Lee vient d'arriver au CERN pour y faire une toute première mission qui consistera à développer l'interface utilisateur du tout nouveau système de gestion de l'accélérateur de particules. Alors, on est sur des systèmes très simples à l'époque, 24 lignes pour 64 caractères par ligne, enfin l'inverse. Et il va quand même, sur un système aussi simple, développer quelque chose d'assez novateur où on va avoir une image qui donne une vision d'ensemble de l'accélérateur de particules. Et quand on clique sur un élément de cette image, va s'afficher une interface d'administration, des informations, etc., etc. Et donc, dans ce cadre-là, il est un petit peu paumé, Tim Berners-Lee. Le CERN, c'est un truc immense. Il y a dans les 10 000 personnes qui bossent là-bas, qui font des expérimentations dans tous les sens, plein de projets, du coup, plein de softs différents et plein de matos différents. Du coup, pour se retrouver là-dedans, il a besoin d'une espèce de truc qui lui permet de prendre des notes. Mais bon, c'est Tim Berners-Lee, donc il va pousser le truc un petit peu plus loin. Il va se développer un petit projet qui lui permet, et je me rappelle que il ne faut pas que je saute devant, qui lui permet donc de stocker les utilisateurs, les carnets d'adresses, on va dire, des gens qui travaillent au CERN, les différents matos, ce genre de choses. Une espèce de petit wiki, en fait, même si c'est une expression anachronique, qui va permettre donc de stocker dans une base de données locale, j'insiste sur le local, donc ces connaissances et de faire des liens entre elles. C'est ça surtout l'aspect qui va être le plus important. Il s'est un petit peu inspiré de l'hypertexte qui a été théorisé par Ted Nelson avec le projet Xanadu dans les années 60. Voilà. Et donc, pour nommer ce projet-là, il va se rappeler une espèce de vieux grimoire qu'il avait chez ses parents quand il était petit. Grimoire, c'est comme il le voyait petit, un vieux bouquin poussiéreux. C'est une espèce d'encyclopédie du quotidien qui vous apprend à faire la lessive, la compta, ce genre de choses, que tous les Anglais avaient à l'époque, et qui s'appelait « Inquire within upon everything ». Littéralement, renseignez-vous sur tout. Et donc, il va garder cette idée-là et il va appeler son projet tout simplement Inquire, ce qui est un très bon nom pour ce qui sera au final l'ancêtre du web. Mais voilà, au final, il est venu juste pour une mission de 6 mois, donc au Noël 1980, il va devoir rentrer chez lui en Angleterre. Alors là, c'est pas la techno, c'est pas le prestige qui va l'attirer, ça va être essentiellement le calme. Il veut de la mer, de la campagne, comme beaucoup de gens en ce moment. Et donc, il va aller dans le Dorset, à Portsmouth, pour, pendant 3 ans, être le directeur technique d'une petite entreprise d'impression. Mais
Donc il apprend pas énormément de choses, il se développe pas beaucoup techniquement là-dessus, mais quand il revient au CERN, donc 3 ans plus tard, en 1984, pour une seconde mission, il a quand même gagné des compétences en réseau, TCP/IP, ce genre de choses. Et ça tombe bien, parce que du coup, sa première vision, ça va être d'améliorer l'interopérabilité entre les systèmes du CERN à base de Remote Procedure Call. Évidemment, le CERN, il y a toujours énormément de trucs à gérer à l'époque. Il y a toujours autant de gens qui travaillent, etc. Donc il va continuer à utiliser Inquire, mais il va devoir le porter sur VMS, le système d'exploitation qui était le plus présent au CERN à l'époque. Mais en faisant ça, il fait aucun effort pour rendre le truc un petit peu plus utilisable par les autres. Ça reste son petit projet perso. Mais des personnes au CERN iront quand même l'utiliser. Et donc, il se rend compte que là, il y a un système nouveau qui est utile au CERN. Et surtout qu'il n'y a quasiment aucun équivalent à l'époque. À la même année, on a HyperCard qui est sorti. HyperCard, c'était une espèce de système qui permettait de créer des cartes et de aussi faire des liens entre elles, etc., qui a été extrêmement populaire jusqu'à la fin de sa commercialisation en 2004, mais qui était seulement pour Mac parce que c'était un produit Apple. D'accord ? Et donc, c'était à peu près la seule alternative à l'époque et qui ne correspondait pas aux besoins. Donc, on avait vraiment besoin de nouvelles solutions pour gérer de la documentation, la partager, etc. Et surtout, la partager sur un réseau. Donc, le CERN, en 89, janvier 89, ils sont enfin connectés à Internet, au TCP/IP et tout. Et du coup, ils deviennent le plus grand site Internet d'Europe. Ils ont énormément d'influence sur le développement d'Internet sur notre continent. Et donc Tim Berners-Lee, en voyant ça, il se dit que son petit projet il pourrait être utile au CERN. Donc il va faire une première proposition en mars 89. Elle n'est pas suffisamment aboutie, il y a encore à discuter dessus. Mais finalement, il va faire une seconde proposition en mai 90. Et là, jackpot, le CERN accepte et va lui permettre de consacrer son temps à améliorer Inquire, faire un truc documentaire pour le CERN. Et donc, il lui donne du temps, mais il lui donne aussi des moyens financiers. Et typiquement, une machine lui est attribuée à l'époque, qui est un Next. Donc si vous vous rappelez, Next, c'était la petite entreprise que Steve Jobs avait créée entre 85 et 97, quand il avait quitté Apple. Et cette entreprise, elle faisait du matériel très très haut de gamme. La machine qui a été attribuée à Tim Berners-Lee et qui, de fait, deviendra le premier serveur web, c'était The Cube, la toute première machine de Next. Elle coûtait l'équivalent de 12 000 € aujourd'hui. Voilà. Donc, ils ne font pas semblant. Pourquoi ils lui ont pris cette machine-là ? Parce que le système d'exploitation dessus, NextStep, il permettait de créer des interfaces utilisateurs de manière simple, contrairement à quasiment tous les systèmes de l'époque. Donc ça va lui permettre de développer son prototype super rapidement. Il va mettre au final moins d'1 an pour créer le tout premier navigateur web. Alors, il va mettre même seulement 1 mois pour intégrer les fonctionnalités de navigation, mais il va quand même prendre 1 mois de plus pour ajouter des fonctionnalités d'édition à son navigateur. Parce qu'il avait déjà un petit peu l'idée d'un truc collaboratif. Si vous voulez le truc à retenir, il faisait du web 2.0 avant même que le web existe. Voilà, c'est pour la petite vanne. Et donc ce navigateur, il va l'appeler World Wide Web. Vous imaginez bien, ça a créé plein de confusion par la suite. Donc ils l'ont renommé Nexus, généralement, on s'en souvient, en tant que World Wide Web. Donc c'était vraiment un navigateur complet, avec une interface graphique super complète, etc. Et à l'été 91, il va enfin commencer à partager son travail avec le reste du monde. Donc il va publier sur un serveur FTP le tout premier serveur HTTP de l'histoire, qui a été développé du coup pour NextStep, et un navigateur. Mais comme je vous l'ai dit, c'est très cher les machines NextStep. Donc il n'y a quasiment personne qui en a. Forcément, il ne va pas partager son navigateur NextStep, il va plutôt partager un autre navigateur qui s'appelle LMB pour Line Mode Browser. Alors c'est pas lui qui l'a développé, c'est une étudiante qui était au CERN à ce moment-là, qui s'appelle Nicola Pello. Et vous allez voir, elle a eu un rôle super important sur le développement de plein de trucs au début du web. Donc LMB, comme son nom l'indique, c'est un navigateur en ligne de commande. Donc on est quand même très très loin de la révolution qu'on pouvait voir si on allait utiliser un NextStep, etc. Il y a même, les journalistes sont passés totalement à côté de la plaque à l'époque. Pour en citer un, le web est un moyen de trouver des informations en tapant des nombres.
passaient totalement à côté du truc. Il fallait même se connecter en telnet, etc. Voilà. Rien de très folichon. Et donc, il se rend compte, Tim Berners-Lee, qu'il va falloir motiver des gens pour développer un navigateur pour les systèmes d'exploitation qu'utilisent les chercheurs, les universitaires, etc. Et à l'époque, ce qu'ils utilisent, c'est du Unix. Donc, il faut développer un navigateur pour X Windows System. Alors, ils commencent à faire un petit peu ça. Ils vont commencer, donc Nicolas et Tim, à essayer de porter leur navigateur en C, parce que pour Next Step, c'est de l'objectif C, mais ils ne vont pas avoir le temps ni les objectifs, ni même l'envie de faire un navigateur complet. Ils vont juste créer une librairie qui devrait permettre d'aider les autres à faire des navigateurs. Et donc, cette librairie, elle s'appellera The Common Library et par la suite lib3w. Mais bon, voilà, il faut que d'autres personnes contribuent, quoi. Il faut que d'autres personnes créent des navigateurs. Alors, Tim Berners-Lee fera un petit tour des États-Unis pendant 3 mois, il va rencontrer plein de monde et tout, mais il arrive à motiver personne. Ça sera Robert Caillot, qui a rejoint l'équipe parce qu'il avait envie de créer un navigateur pour Mac. On va voir que par la suite qu'il aura été créé, ce navigateur, mais à ce moment-là, il se rend compte que voilà, son rôle, c'est plus d'aller évangéliser un petit peu le truc et motiver des gens. Donc il va aussi faire le tour des universités, et il va rencontrer à l'Université technologique d'Helsinki 4 étudiants qui vont tomber totalement en amour avec son projet. Et donc, ces 4 étudiants vont décider de consacrer leur projet de fin d'études à créer un navigateur web pour X Windows System. Ils vont faire ça assez rapidement, encore une fois. La première alpha est disponible dès le mois d'avril. Et ils vont publier ça directement, cette première alpha, sur le FTP du CERN. Et appeler ce navigateur, par la même occasion, Airwise. Donc Airwise, c'est le tout premier navigateur pour X Windows System partagé avec des personnes en dehors du CERN. Mais il est très, très, très sommaire. Si vous voulez, il garde encore la métaphore du papier, avec du texte en sérif, un fond bleu, les images doivent être affichées dans une autre fenêtre, etc. Voilà, on est très très loin du web d'aujourd'hui, mais il aura eu le mérite au moins de développer ça en dehors du CERN. Pour avoir un navigateur un petit peu plus complet, il faudra attendre PayOneWay, qui lui aussi est un étudiant à l'université de Berkeley, mais qui avait décidé déjà pour le fun de son côté de développer un nouveau langage de programmation orienté objet pour la création d'interfaces graphiques pour X Windows System, système qu'il a appelé Viola. Son objectif, c'était surtout d'aider à la création de jeux d'aventure. Et puis par la suite, il va rajouter une compatibilité HyperCard, et puis une compatibilité hypertexte, et finalement, en 1 mois, il va développer Viola 3W, donc un autre navigateur pour X Windows System. Alors, il a fait sa première alpha en avril, lui aussi, de cette année-là, mais au contraire de Airwise, Viola 3W sera au départ juste partagé en interne au CERN pour donner des feedbacks à PayOneWay, et c'est juste le mois suivant, en mai, que la première version publique sera publiée. Et donc là, on a un navigateur super complet, avec un historique qu'on peut ouvrir dans une fenêtre à part, les bons boutons, c'est-à-dire exactement les mêmes boutons qu'on a aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas sur les autres navigateurs, des liens qui peuvent s'ouvrir avec un simple clic, alors que sur les autres, il fallait faire un double clic, des marque-pages, des favoris, et même 1 an plus tard, ça sera Viola 3W, PayOneWay, qui sera à l'origine de la première initiative pour des styles, donc l'ancêtre du CSS. Mais donc, à ce moment-là, on est quand même sur des projets qui sont des projets d'étudiants, quoi. Donc, on est quand même super limité en termes de capacité de développement et d'investissement sur le long terme. Les étudiants qui ont fait Airwise, c'était un projet de fin d'études. Au mois d'août, ils vont publier le code, et puis ils vont continuer leur vie, quoi. À un moment, il faut bosser, il faut rentrer dans la vie active. Donc, le projet, il s'arrête là. PayOneWay, de son côté, lui, il avait déjà fait ça pour lui, pour le fun. Donc il continue, mais il est tout seul. Donc pareil, Viola 3W, il ne va pas trop avancer. Bon, évidemment, ce n'est pas les seuls navigateurs qu'il y a eu à l'époque, il y a eu une véritable ébullition. Alors, pour le faire rapidement, on a eu donc le fameux navigateur pour Mac que Robert Caillot voulait créer. Donc, il a posé les bases, il s'est barré faire le tour du monde, et pendant ce temps-là, c'était évidemment l'étudiante, Nicolas Pello, qui a développé ce navigateur-là, qui s'appellera Samba, puis Mac 3W par la suite. Mais bon, c'est un truc du CERN, et le CERN, ils ont un petit peu rien à faire de ces projets-là, donc ça restera assez anecdotique. On a un 3e navigateur pour X Windows System
qui s'appelle Midas, qui a été créé dans le cadre du SLAC, le centre de l'accélérateur linéaire de Stanford. Il aura le mérite d'amener le web au SLAC, mais il va y rester. Personne en dehors du Slack va l'utiliser. Donc pareil, ça reste assez anecdotique. On arrive finalement en 93. On va avoir le premier navigateur pour Windows, Cello, qui est créé dans l'école de droit de Cornell, parce que déjà à l'époque, si tu fais du droit, tu utilises Windows. Mais pareil, ça restera assez anecdotique. Finalement, on a un navigateur qui était déjà compatible hypertexte en 92 et qui, dans sa version 2, en 93, va ajouter une compatibilité HTML, HTTP. C'est un navigateur qui est encore utilisé aujourd'hui et même développé aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont sa version 2.8.9. Mais ce navigateur, c'est Lynx. Donc c'est encore un navigateur en CLI. Bon voilà, il y en a qui adorent le terminal et qui passent leur vie là-dessus, mais c'est pas ça qui permettra au web de vraiment se développer, d'être un truc moderne, etc. Donc comment ça se fait qu'à ce moment-là, et je réalise que mon système de notes est vachement chiant, voilà. Et donc, comment ça se fait qu'à ce moment-là, on a quand même le web qui a pu se développer? Vous imaginez bien qu'il y a un autre acteur qui est arrivé à ce moment-là. Cet acteur, c'est le NCSA. Donc, le NCSA, on a tous un petit peu entendu parler de ça quand on regarde l'histoire du web, et même l'histoire de l'informatique en général. C'était un centre de recherche donc, en physique qui avait une équipe pour l'informatique avec un très très haut niveau. Et cette équipe-là, elle faisait déjà, si on veut, de l'open source avant que ce soit théorisé. C'est-à-dire, ils avaient déjà à cœur de permettre aux gens de la communauté de contribuer à leur projet, leur donner des feedbacks, faire en sorte que ça soit accessible par un maximum de gens, et aussi que ce soit interopérable. Vous aurez compris que c'est une grosse problématique à l'époque. On a encore différents systèmes d'exploitation qui sont utilisés partout. C'est par exemple qui les amènera à pousser l'adoption de TCP/IP et Telnet à la place du DECnet qui était propriétaire à l'époque. Et donc, dans ce cadre-là, dans cette recherche de solutions d'interopérabilité, etc., il y a évidemment un membre de l'équipe qui va tomber sur Viola 3W, se dire que c'est quand même vachement cool ce truc-là, et qu'il faudrait qu'il montre à ses collègues. Ses collègues, ils ne vont pas avoir juste la réaction de dire « ouais, c'est cool ton truc, on va commencer à l'utiliser ». Ils ont plutôt la réaction de dire « we can do better ». On peut faire mieux. Voilà. Je l'ai dit, ils étaient compétents, ils avaient peut-être aussi un petit peu le melon. Et donc, ils vont, encore une fois, parce qu'il ne faut pas déconner, mettre un étudiant sur le coup, qui s'appelle Mark Andresen, et que je dois certainement très mal prononcer. Mais c'est quand même un vrai projet du NCSA, dans le sens où il y a un directeur de projet qui est mis dessus, donc ça permet d'avoir des sous, et ça permet surtout d'avoir d'autres développeurs qui vont très rapidement aider Mark à créer ce navigateur pour le NCSA. Et donc, ça va leur prendre environ 6 mois pour créer une première alpha pour X-Window System. On a déjà là un navigateur qui est très moderne, dans le sens qu'il ressemble parfaitement au navigateur qu'on utilise aujourd'hui. Typiquement, la barre d'URL, les autres navigateurs, ils avaient tendance à la mettre en bas, eux, ils la mettent en haut, et ils ont toutes les fonctionnalités que les autres navigateurs avaient déjà, que je vous ai évoquées, un favori historique, les liens, la barre d'URL en haut, etc. Mais surtout, ils vont commencer à rajouter des trucs. Typiquement, c'est eux qui vont amener l'élément IMG. Alors, c'est déjà une assez grosse révolution à l'époque, parce que comme je vous l'ai dit, les images dans les autres navigateurs, si vous voulez les afficher, c'est dans une fenêtre à part. Là, on a pour la première fois des images en ligne. Et donc, ce navigateur, ils vont l'appeler Mosaïque. On va souvent l'appeler NCSA Mosaïque. Vous allez voir pourquoi cette petite précision par la suite. Et donc, il leur faudra 3 mois de plus pour porter Mosaïque vers Macintosh et Windows, ce qui fera de ce navigateur le tout premier navigateur cross-platform de l'histoire. 1 mois de plus et ils bouclent la boucle en portant ça sur Commodore, Amiga. Ils ont même le temps de développer leur propre serveur HTTP pour Unix, qui va s'appeler tout simplement NCSA HTTPD. Et ce serveur, c'est celui qui donnera par la suite naissance à Apache. Et si vous allez regarder sur le NCSA, ils ont fait énormément d'autres contributions dans plein d'autres domaines. Et donc, au bout d'un moment, quand même, ils vont réussir à distribuer une version stable de leur navigateur qui, début 1994, va être téléchargé par plus de 50 000 personnes. En tout cas, il est téléchargé plus de 50 000 fois. Alors, ça paraît pas énorme pour nous, mais il faut bien prendre conscience qu'à l'époque, il n'y avait personne sur Internet. Donc, c'est vraiment un succès de malade. Mais bon,
À l'époque, l'HTML n'est pas standardisé, on est vraiment au début. Et tous ces trucs que les navigateurs vont commencer à rajouter petit à petit pour moderniser le web, si on veut, comme la balise IMG, c'est ce qu'on va appeler HTML+, avant qu'il y ait un truc un petit peu plus approfondi qui soit standardisé. Et typiquement, c'est aussi Mosaic qui, dans l'HTML+, va rajouter les formulaires, et le son, et la vidéo. Bref, on commence à arriver à un truc qui dépasse l'objectif de juste partager de la documentation. Donc là, à ce moment-là, le navigateur, il n'y a aucune comparaison possible avec les autres. Il a mis tout le monde dans les choux. Et Marc, qui vient d'avoir son diplôme, il a eu en décembre 93, mais il est un petit peu frustré. Parce que il n'est pas responsable du projet au NCSA, il reste, entre guillemets, juste dev. Alors qu'il voit qu'il y a un intérêt commercial au truc. Il voit qu'il peut se faire du bif avec ça, quoi. Donc, il va quitter le NCSA pour la Californie, où il va rencontrer Jim Clark, qui est un investisseur, qui va le rejoindre pour fonder la toute première entreprise à but commercial pour le web, qui se rappellera la Mosaic Communication Corporation, et qui aura pour but de commercialiser un fork de Mosaic. Évidemment, vous vous doutez, le NCSA, il a déjà déposé le nom Mosaic, donc ça pose un petit peu problème. Ils vont changer de nom et leur navigateur, comme la boîte, à partir de, très rapidement en tout cas, deviendra Netscape, qu'évidemment, je pense, vous connaissez un petit peu tous. Et donc, c'est bon, on est tranquille, je t'ai mis dans les dessins, je t'ai dit, mon système de notes, je vais revenir aux fiches. Et donc, Netscape, disais-je, voilà. Netscape, ça ne sera pas le seul fork de Mosaic qui se développera à l'époque. Alors, je vous l'ai dit, NCSA, ils se sont rapidement rendus compte qu'ils pouvaient faire du fric aussi avec ça. Donc, ils ont commencé à vendre des licences de NCSA Mosaic à d'autres entreprises pour qu'elles vendent leurs navigateurs. Et typiquement, en 1994, on aura Spyglass qui va venir acheter tout un lot de licences. Ça ne sera pas les premiers à acheter des licences, il y en a eu plein, mais ça sera les derniers. Parce que très rapidement derrière, le NCSA va décider de transférer les droits commerciaux de Mosaic à Spyglass. Alors typiquement, du coup, ils vont se mettre à vendre Spyglass Mosaic, qui est quasiment la même chose que NCSA Mosaic, mais pas directement aux particuliers. Ah, c'est bon ? Mais donc, ils ne vont pas le vendre directement aux particuliers, ils vont le vendre en mode OEM, donc à des entreprises qui vont pouvoir le commercialiser dans leurs propres produits. Des bouquins, des systèmes d'exploitation, des distributeurs de billets, etc. etc. Et ils ne vont pas s'arrêter là, ils vont également décider de de développer un nouveau Mosaic. Alors, les sources sont un petit peu confusantes sur le coup, mais a priori, tout est porte à croire qu'ils ont vraiment, pour de vrai, pas utilisé une seule ligne de code du produit NCSA. Mais bon, ils vont pas non plus rajouter de fonctionnalités. En fait, Spyglass, ils vont faire aucune innovation. Alors que Netscape, de son côté, il booste, quoi. Typiquement, là, on est en 95, ils vont se dire que ça serait bien de rajouter du scripting dans le navigateur. Donc, ils vont recruter Brendan Hirsch pour ça. Et en mai 95, il va pouvoir, Brendan Hirsch, créer le premier prototype d'un projet qu'il appellera Mocha, puis LiveScript, puis finalement JavaScript qu'on connaît tous. Et donc JavaScript sera embarqué dans Netscape 2.0 en septembre 95, mais ce ne sera pas la seule innovation embarquée là-dedans. On va aussi avoir les frames, un système de plugins et plein d'autres choses. Et tout ça commence à faire du web vraiment beaucoup plus qu'un système documentaire, encore plus avec JavaScript et les formulaires qui existaient déjà. Et donc, ça commence à être un petit peu une plateforme de développement applicatif. Et ça ne plaît pas du tout à Microsoft. Alors, pourquoi ça ne plaît pas du tout à Microsoft ? Un petit peu de contexte, on est en 94-95. Et les PC sont déjà devenus un standard de fait dans les années 80. Quasiment tout le monde se met à utiliser des IBM compatibles PC. C'est environ 90% de part de marché pour Microsoft et son système d'exploitation Windows. Donc de fait, Microsoft a le monopole sur les PC, donc sur l'informatique grand public. Et ça ne plaît pas trop au gouvernement américain. Ils ne sont pas très fans des monopoles.
Donc ils vont mener leur petite enquête et finalement ils vont leur tomber dessus en juillet 94. Mais tomber dessus, c'est un terme un petit peu fort parce qu'au final, l'accord qu'ils vont passer avec Microsoft, il va juste consister à leur interdire de lier des produits à Windows. Donc typiquement, Microsoft Office a énormément bénéficié de la position dominante de Microsoft sur les systèmes d'exploitation. Donc ça, maintenant, c'est interdit. Par contre, ils ont le droit de rajouter des fonctionnalités à Windows. Et ça, on va voir que ça va être une grosse faille ouverte pour le futur. Et donc, ils ne sont pas très fans du web parce que leur principal avantage avec ce monopole, c'est de limiter la facilité de créer des applications pour Windows pour permettre à leurs propres applications de gagner des parts de marché. Du coup, le web, ça commence à être une plateforme de développement et en plus interopérable. Cauchemar pour Microsoft, quoi. Ils savent que dès que le web, enfin en tout cas ils pensent que dès que le web va se développer, eux ils vont cramer, quoi. Et donc ils vont commencer à se dire qu'il faut qu'ils freinent le développement de Netscape, parce que le web à l'époque c'est Netscape, et ils vont commencer par acheter des licences Mosaic à Spyglass, histoire de se préparer fin 94 à distribuer leur propre entre guillemets navigateur. Mais ils vont pas se dire on va faire un bon produit, etc. Ça va peut-être les concurrencer, on va gérer ça. Non, ils vont commencer, comme ils le faisaient systématiquement à l'époque, par aller toquer à la porte de Netscape pour leur faire une petite proposition. Alors cette proposition, c'est une proposition de partage de marché classique que faisait Microsoft avec tout le monde à l'époque, Java, Intel NSP, QuickTime, etc. Donc d'autres trucs qui leur faisaient un petit peu peur. Et donc ils vont leur proposer, ils vont leur dire, écoute, si tu fais pas Netscape sur Windows, nous, on fait pas de navigateur sur les autres systèmes. Comme ça, tu auras de quoi te faire du pognon de ton côté, et nous, on sera tranquille. Bon, évidemment, Netscape refuse, d'autant plus que c'est extrêmement illégal aux États-Unis, comme dans notre pays à nous, ce genre d'accord anticoncurrentiel. Et donc, Microsoft, ils vont commencer à se vénérer un petit peu, quoi. Ils vont vouloir tuer Netscape. Même, on a des citations, apparemment, il y aurait des directeurs de Microsoft à l'époque qui auraient dit qu'ils voulaient cut off air supply à Netscape. Donc les étouffer, leur couper l'air, quoi. C'est assez violent comme terme. Ils veulent vraiment faire couler cette boîte-là. Et donc, ils vont avoir différentes stratégies pour essayer de faire ça. Ils vont tout d'abord passer des accords avec les distributeurs de PC pour qu'ils n'embarquent pas des logiciels non Microsoft sur leur machine. Ceux qui acceptent ce type d'accord, typiquement Compaq, ils ont des prix sur les produits Microsoft et un support top niveau. Ceux qui refusent, genre IBM, c'est très compliqué pour eux. Le support est inexistant et les prix sont exorbitants. Et donc, dans ce cadre-là, ils vont sortir Internet Explorer 1, qui au final est juste Spyglass Mosaic. Ils n'ont rien rajouté, ils n'ont pas redéveloppé le truc et tout. C'est juste Spyglass Mosaic pour montrer que, regardez, Windows a son navigateur aussi. Nous, on sait gérer ce genre de truc et tout. Et qui était une très très bonne chose à l'époque. Et donc, ils vont se permettre d'embarquer Internet Explorer avec Windows parce que c'est pas un produit, ça va pas à l'encontre de l'accord qu'ils avaient. C'est juste une feature. C'est juste une nouvelle fonctionnalité de Windows. Bon, alors, ils le vendaient quand même à part. Mais c'est pas un produit. Il l'embarquait dans Microsoft Plus, donc ils le vendaient vraiment à part. C'est vraiment un produit à part, mais bon, ils n'ont pas été inquiétés, quoi. Leur deuxième stratégie, ça va être de se venger. Donc, ils vont aller porter Internet Explorer, donc Spyglass Mosaic, sur Macintosh, qui sera directement disponible donc avec Internet Explorer 2 au mois de novembre. Mais Netscape sort Netscape 2, que je vous ai déjà évoqué, juste derrière. Donc, IE est totalement dans les choux, quoi. Pas de fonctionnalité scripting, pas de frames, rien. Donc, ils vont mettre 1 an à rattraper leur retard. Avec Internet Explorer 3, qui rajoute ces fonctionnalités-là, et une semaine plus tard, Netscape va sortir Netscape 3, et pareil, ils les remettent dans les choux. Donc là, Microsoft, il se rend compte qu'ils n'ont aucune chance, s'ils faussent pas un petit peu le truc. Donc ils se disent, si un utilisateur met les deux navigateurs côte à côte, il n'y a aucun moyen qu'il choisisse Internet Explorer. C'est mort. Donc ils vont rajouter une troisième stratégie qui va consister à mettre en place des soudures inutiles, entre guillemets, entre Windows et Internet Explorer. Typiquement, sur Windows, on ne pouvait pas désinstaller Internet Explorer. Et
comme le système d'autres, comme l'explorateur de fichiers, etc., utilisaient aussi Internet Explorer, bah, du coup, ce navigateur il était super bien intégré au système. Et puis il n'y avait pas besoin de se prendre la tête, télécharger, l'installer et tout. Donc là, c'est bon, ils avaient un très très gros avantage vu leur position dominante. Et ces trois stratégies vont amener à la mort de Netscape finalement. Donc Netscape va essayer de résister quand même en 98. Ils vont annoncer qu'ils distribuent leur navigateur gratuitement, mais ça ne va pas suffire du tout. La même année, ils vont faire plein de licenciements et finalement, ils seront rachetés par AOL. Alors du coup, Internet Explorer, en 99, il passe devant Netscape en nombre d'utilisateurs, ce qui va lancer une période de domination de 10 ans. Alors sur 10 ans, on n'a quand même pas... c'est pas 10 ans où on n'a pas d'alternative à Internet Explorer. Il y a 7 ans où on n'a pas eu d'alternative à Internet Explorer. Et pourquoi ça a duré aussi longtemps ? Parce qu'il y a un autre navigateur qui met beaucoup de temps à être développé. Quand Netscape, en 98, a annoncé qu'ils distribueraient leur navigateur gratuitement, ils n'ont pas annoncé que ça. Ils ont aussi annoncé que leur prochain produit serait open source. Alors ça, tout le monde les prend pour des malades à l'époque. Hein. Personne ne prend un produit propriétaire pour le rendre open source. Hein. Comment vous allez survivre, etc. Vous êtes des tarés. Mais ils vont quand même le faire. Alors, ça va être un petit peu abandonné au rachat par AOL, mais il y a quand même une équipe qui a été constituée à ce moment-là pour faire le futur navigateur, quoi. Et cette équipe, elle s'appelle Mozilla. Au départ, c'est juste un nom de domaine, mozilla.org, et quelques employés de Netscape, AOL, qui vont travailler ensemble pour créer un nouveau moteur de rendu. Alors, ce moteur de rendu, ils vont le développer assez rapidement. Ils vont faire une démonstration de la première alpha à des développeurs, et là, tout le monde se rend compte que les performances sont hallucinantes. Il n'y a pas de comparaison avec l'ancien Netscape ou Internet Explorer. Sauf que c'est qu'un prototype. Donc, c'est pas un moteur complet, et en plus, de toute façon, un moteur à lui tout seul, ça fait pas un nouveau navigateur, quoi. Et donc, ils vont mettre énormément de temps à développer le navigateur autour. Petit indice, ce moteur, il s'appelait Gecko. Il s'appelle toujours Gecko. Et donc, ils vont mettre énormément de temps à développer ce nouveau navigateur. Le 5 juin 2002, donc après 2 ans et demi, ils vont sortir Mozilla 1.0, ce qui va marquer définitivement la fin de Netscape. Voilà, on a véritablement un nouveau produit qui remplace l'ancien, mais ça reste totalement anecdotique, on n'a pas vraiment un produit super abouti. Finalement, en 2003, il y a la fondation Mozilla qui va être créée et qui permet à Mozilla de prendre son indépendance par rapport à AOL. AOL qui finance la fondation à hauteur de 2 millions de dollars à l'époque, plus leur attribut des gens et le droit sur les logiciels Netscape et Mozilla. Et donc il va y avoir plein d'allers-retours, le navigateur va changer de nom plein de fois, mais finalement, 2004, on va avoir Firefox non final qui va sortir en version 1.0 le 9 novembre. Alors en 1 an, ils vont déjà piquer 1 utilisateur sur 10 à Internet Explorer, mais après ils stagnent un petit peu. Ça ne suffit pas pour tuer Internet Explorer. Sauf que Microsoft a fait une grosse erreur. En 2003, ils ont décidé de lier les mises à jour d'Internet Explorer à celles de Windows. Bon, ça peut paraître une bonne idée à la base, hein, c'est plutôt cool, c'est ce qui se fait encore avec Edge et tout. Mais sauf qu'ils vont faire une seconde erreur, dramatique celle-ci. Ça va être en 2006 de sortir Windows Vista. Tout le monde déteste Windows Vista, donc tout le monde a envie de rester sur XP. Sauf que comme du coup les mises à jour sont liées à celles du système, on est bloqué avec un vieux Internet Explorer. Donc la seule solution, c'est d'installer Firefox. Et là, Firefox va grimper pour finalement, en 2010, que Internet Explorer passe sous la barre des 50% d'utilisateurs qui perdent leur position dominante. Sauf que Firefox n'est qu'à 30% à ce moment-là. Donc il y a 20% d'autres choses. Et ça, c'est un nouveau challenger va arriver, c'est une grande équipe qui a beaucoup travaillé à créer un navigateur open source depuis très longtemps. Alors, en plus, tout le monde les connaît maintenant. Vous imaginez bien, c'est du coup... Alors non, c'est pas Opera, on en parlera plus tard. Google ? Ok, bon, je vais devoir tout reprendre. Faut tout vous réexpliquer. Du coup, je remonte jusqu'aux années 90. Allez.
Il va falloir vous donner un petit peu de contexte. Bon, tu sais déjà que sur PC, il n'y a pas qu'un seul système d'exploitation. Là, on part sur une bonne base. Il y a d'autres choses que Windows. Il y a par exemple Linux, qui a été créé en 91. Bon, Linux, c'est un truc de nerd, il n'y a pas grand monde qui l'utilise, etc., dans le grand public en tout cas. Et pourquoi ? Parce que c'est un système qui, surtout à ses débuts, n'était pas du tout instinctif. Il n'y avait pas de cohérence en fait entre les différentes applications. Donc il y a plein de gens qui se rendent compte de ça à l'époque, se disent on aimerait bien pouvoir créer un bon concurrent quand même à Windows pour le grand public. Et notamment Matthias Etrich fera le 14 octobre 1996 un appel à la communauté pour créer un environnement de bureau complet qui va appeler Cool Desktop Environment et qui sera renommé KDE par la suite. Alors l'idée, c'est de créer tout un tas d'applications sur une base commune, donc Qt, plus un ensemble de librairies qui vont développer. Et typiquement, parmi ces librairies, on a KDE HTML Widget, KHTMLW pour faire court, qui permet de faire du rendu HTML. Et donc, quand ils vont sortir KDE en bêta 1 le 20 octobre 1997, ils vont embarquer un navigateur de fichiers, KFM, KDE File Manager, qui utilise cette librairie pour faire son rendu, faire son affichage. Donc, il faisait de l'HTML en interne pour afficher les dossiers, les fichiers, etc. Ce qui permettait, si on rentrait une URL qui commençait par HTTP dans la barre d'adresse, d'ouvrir directement une page web. Alors, d'ouvrir une page HTML. Il n'y avait pas de CSS, de JavaScript dans ce moteur-là. Mais ça suffisait à l'époque, parce que le JavaScript et CSS venaient tout juste d'arriver. La plupart des sites en avaient, entre guillemets, pas besoin, ou l'utilisaient pas de toute façon. Et donc, la communauté KDE va se dire, bon, on a besoin de navigateurs, mais bon, Netscape a annoncé la naissance de Mozilla il n'y a pas longtemps, on va peut-être attendre ça. Bon, il y a quand même quelqu'un qui se dit, moi j'ai envie. Pour le fun, j'ai envie de faire mon navigateur complet. Cette personne, elle s'appelle Lars Knoll. Et donc, il va reprendre le projet, renommer KHTMLW en KHTML. Widget, ça sert à rien, on dégage. Il va rajouter une compatibilité avec le DOM. Il y a Harry Porton qui va le rejoindre pour intégrer son moteur JavaScript qu'il avait déjà créé. Puis, en un an, ils vont rajouter le CSS. Et finalement, en octobre 2000, KDE2 va embarquer un nouveau navigateur qui s'appelle Conqueror. Bon, je sens que vous êtes un petit peu perplexe. Pourquoi je vous parle de Conqueror maintenant, etc. et de KHTMLW ? Parce que finalement, ça a eu un impact extrêmement important sur l'histoire du web. On va avoir en 2003 un nouvel acteur qui va arriver, qui va, bon, je ne vous refais pas la même vanne, c'est toujours pas Google, c'est Apple, qui décide en 2003 de faire son propre navigateur, Safari, et d'embarquer dedans un fork de KHTMLW qui va s'appeler WebKit. Et donc, pourquoi ils ont créé un navigateur à l'époque ? Tout simplement parce qu'il y avait un accord qui avait été passé avec Microsoft il y a longtemps, c'était en 98, pour que Internet Explorer soit le navigateur par défaut sur Mac. Et en 2001, Microsoft a décidé que, au final, les Macintosh, on s'en fout. On va réaffecter toute l'équipe de développement de Internet Explorer pour Mac à Internet Explorer pour Windows. Donc de fait, à ce moment-là, ça devient un projet mort qui a des performances dégueulasses, qui va avoir plein de failles de sécurité, etc. Donc Apple, ils se disent non mais là c'est pas possible, là, ça nous fait vraiment une trop grosse balle dans le pied. Mais bonne nouvelle, cet accord était que pour 5 ans. Donc la fin de l'accord arrivait en 2002, d'où l'arrivée de Safari en 2003. Alors, c'est pas le seul événement super important qui arrive à ce moment-là, pour Apple, on a aussi en 2001 la sortie de l'iPod. Alors l'iPod, pourquoi c'est important dans cette histoire-là ? Parce que ça a été un succès commercial de dingue. C'est la première fois qu'ils se faisaient autant de pognon, en fait, Apple. Donc ils se disent, peut-être que le futur est au mobile. On a commencé peut-être à se renseigner là-dessus. Alors justement, en parlant de mobile, à l'époque, c'est Nokia qui a le quasi-monopole dessus, en tout cas qui a sa couronne de roi du mobile, avec son système Symbian. Et Symbian va utiliser lui aussi WebKit pour intégrer un navigateur web moderne, entre guillemets. Mais ça sera vraiment seulement l'iPhone 2G, en 2007, qui va être le premier périphérique mobile à embarquer un navigateur web moderne.
Safari aussi, du coup, lui aussi avec WebKit dedans. Mais les ventes, alors les ventes sont énormes, hein, ça reste Apple, mais elles sont pas folles non plus au début. Si on regarde, les ventes étaient totalement ridicules par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. C'est pas eux qui vont véritablement installer cette tendance des smartphones, etc. C'est plutôt l'arrivée d'Android qui, en 2008, et eux aussi, ils décident d'embarquer WebKit pour faire le Android Browser. Et du coup, quand Google va vouloir faire un navigateur à lui pour ces autres systèmes, du coup, ils vont utiliser WebKit également. Et ils vont annoncer la sortie de ce nouveau navigateur le 1er septembre 2008 via une BD. Voilà, juste une BD qui donne tous les avantages de Chrome, donc, et pourquoi il a été conçu comme tel, etc. Voilà, c'est un système, un navigateur ultra stable, performant, sécurisé, etc. Je vous invite à aller voir cette petite BD, elle est encore aujourd'hui pertinente et intéressante. Et donc, ils ont fait ça en open source, donc en se basant sur des projets tiers, donc, entre autres, WebKit. Et donc là, par contre, l'évolution elle va se faire beaucoup plus rapidement que Firefox. Hein. En 2 ans, alors au début, ça rame un petit peu. Il leur faut 2 ans pour piquer un utilisateur sur 10 à IE, mais en 3 ans, 10% de plus. Ça, à cette période-là, c'est la première fois que Firefox va baisser en termes d'utilisateurs. Et puis finalement, en 2014, Chrome va remplacer l'Android Browser, donc gagne encore plus de parts d'utilisateurs au passage. Et en 2017, Chrome devient le navigateur le plus utilisé. Et également, à la même période, le mobile devient la première manière d'utiliser le web. Les deux, évidemment, sont énormément liés du fait d'Android, etc. Et donc, Chromium, c'est vraiment lui qui va amener à la mort d'Internet Explorer. Hein. Alors, en 2015, Microsoft décide d'abandonner Internet Explorer pour Edge. Mais c'est là qu'on voit véritablement que Google, leur position dominante, c'est pas juste Chrome, c'est aussi Chromium. Donc le truc 100% open source qui est en dessous de Chrome. Et donc en 2020, Edge va lui-même passer à Chromium, donc n'est plus véritablement totalement une alternative à Chrome. Ça en reste un dérivé, quoi. Et Opera avait déjà... Bon, ça te fait plaisir, on parle d'Opera ? Bon, je l'ai perdu. Et donc, Opera avait déjà fait la même chose en 2013, avec Opera 15, qui lui aussi était passé sous Chromium. Et donc, quels sont les parallèles qu'on peut avoir entre cette situation-là qu'on a du coup aujourd'hui de monopole sur le web par Google par rapport à celui de Microsoft à l'époque ? Alors, il y a des points communs. Hein. On peut, par exemple, dire qu'ils abusent de leur position dominante sur Android, qui leur permet d'imposer Chrome également, tout comme Microsoft l'avait fait avec IE et Windows. Hein. Mais la grosse différence, qui est totalement à l'opposé du coup de Microsoft, c'est que le web, c'est son kiff à Google. Ils sont nés pour le web. Donc du coup, plus la web plateforme va se développer, plus ils seront contents. Hein, eux, ils sont super contents de ce développement-là, donc ils vont le pousser au maximum. Leur maximum étant ce plafond de verre de... Il y a quand même Apple qui reste, avec ses 15% d'utilisateurs à peu près. Alors, pourquoi Safari a encore cette position-là et tout ? C'est pas uniquement parce qu'il y a plein de gens qui aiment bien utiliser des iPhones. Hein. C'est aussi et surtout parce que Apple, ils ont adopté la même mentalité que Microsoft dans les années 90-2000 avec Internet Explorer. C'est que le web leur fait peur parce que ça va à l'encontre de leur modèle économique, etc. Et donc, ils ont interdit d'utiliser un autre moteur que WebKit sur iOS. Donc du coup, même si vous utilisez Chrome pour iOS ou Firefox pour iOS, c'est WebKit. Donc ça reste du Apple derrière et vous n'avez pas la possibilité véritablement de vous imposer. Et tout ça, c'est, voilà, comme je le disais, parce qu'ils ont peur de la web plateforme. Alors, tout ça, ça nous amène à quoi ? Ça nous amène à notre situation aujourd'hui. Et ça nous amène surtout à un constat qui, je pense, est bien représenté par la toute première phrase de la BD qui introduisait Chrome. Donc cette toute première phrase, je vous la cite. « Aujourd'hui, la majorité du web n'est plus composée de pages, mais d'applications. » Chrome, ça a véritablement été, et c'est continue à être aujourd'hui, le navigateur du passage au web app.
à des web apps véritablement complètes, etc., qui commencent à pouvoir concurrencer le natif. Pourquoi ? Ils sont arrivés à la même époque qu'HTML5, au final. Et surtout, Chrome a été construit avec cette idée des applications. Typiquement, tous vos onglets sont gérés séparément, et du coup, s'il y en a un qui crache, ça va faire crasher tout le navigateur. Ça, c'était nouveau à l'époque. C'est à peu près la même mentalité qu'avec les systèmes d'exploitation. Et Google, donc comme je disais, qui adore toute cette idée-là, il ne s'arrête pas juste à Chrome. Dès 2015, il commence à mettre en avant cette idée des progressive web apps qui peuvent concurrencer le natif. Et on le voit même sur Twitter, etc., comment ils peuvent aller attaquer sur ce terrain-là. Ils ont ensuite ajouté le projet Fugu. Donc projet Fugu, c'est quoi ? L'objectif, pour les citer, c'est de reduce the app gap, de permettre d'avoir les mêmes fonctionnalités sur la web plateforme que sur du natif, pour faire gagner le web. Mais en fait, si on regarde vraiment de près, le projet Fugu, c'est juste une surcouche au processus du W3C. Donc à des processus bien établis pour faire consensus entre les différentes boîtes, etc. Pourquoi ils ont fait ça du coup ? Pourquoi ils ont rajouté cette surcouche où si vous avez besoin de nouvelles fonctionnalités, venez nous voir, on en discute ensemble, etc. Parce que ça leur permet d'être l'intermédiaire. Et donc, en associant ça à leur position dominante avec Chrome, de plus avoir spécialement besoin de faire de compromis. Si c'est dans le projet Fugu, c'est que ça plaît aux développeurs, selon nos termes qu'on a installés. Et on va directement intégrer les nouvelles fonctionnalités dans Chrome sans attendre qu'il y ait consensus. Et ça, typiquement, on arrive à la véritable crise en juin 2020 avec les Working Devices and Sensors, qui est plus représentatif de cette histoire, où on a eu Apple et Firefox qui ont dit les gars, là, il y a un problème avec ce qu'on est en train de standardiser, c'est assez dangereux pour les utilisateurs, etc. Le terme dans ces qualificatifs-là, c'est harmful. Voilà, ils ont qualifié ces propositions-là d'harmful. Et donc, ils n'ont pas dit on ne veut pas le faire. Ils ont dit il faut qu'on continue à avancer pour avoir un truc qui corresponde à la philosophie du web un petit peu. Et Marcos Caceres, donc le coprésident, l'ex-coprésident du coup du Web App Working Group et accessoirement également employé chez Mozilla, dira à l'époque « La vie privée et la sécurité de nos utilisateurs sont primordiales, ce qui implique de faire des compromis difficiles. » Et ça, en fait, c'est la base du W3C, c'est la base du web. Donc, quand on développe pour du web, quand on se met un petit peu nos carrières liées à cet environnement-là et tout, il faut se poser la question, est-ce qu'on considère que la web plateforme, c'est juste une plateforme de développement cool ? Moi j'aime bien faire de l'HTML, du CSS, du JavaScript, donc c'est bien la web plateforme, mais si tu veux que je fasse du React Native, du Flutter, etc., c'est pareil, moi ça me change rien. Ou est-ce qu'on se dit que la web plateforme, elle a quand même un truc à part ? Le fait qu'elle a été constituée de manière collaborative dès le départ, avec des standards ouverts, le fait que dès le départ, ils aient mis la priorité sur l'interopérabilité et l'accessibilité et la protection de la vie privée des utilisateurs. Alors, si, comme moi, vous pensez que c'est plutôt la deuxième option, il faut savoir, nous-mêmes en tant que développeurs, architectes, etc., dire, OK, cette nouvelle fonctionnalité, ces nouvelles évolutions du web, elles m'apportent ça en tant que développeur, mais quels peuvent être ces dangers ? Et donc un petit peu de temporiser les choses pour garantir que le web reste le web qu'on aime. Ce sera tout pour moi. Merci beaucoup.